Bonsoir Loïc. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va super et toi ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Ouais. On enregistre du coup le 5e épisode pour la semaine du cerveau, donc c'est le dernier aujourd'hui qui sera diffusé en mars, donc vous l'écoutez en mars. Et on a le plaisir de recevoir Thomas ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va ? Donc tu nous disais que tu avais déjà fait du podcast, donc t'es pas trop stressé par rapport aux autres, on va dire ? Non, ça va. Très bien. Alors Thomas, donc je vais dire ton nom entier, Thomas Garnier Artignano, mais je le dis en français parce que je ne sais pas parler espagnol. Manqué d'accent, mais bon, vas-y. Tu voulais le faire Non, peut-être. roule. Ouais, très bien. Tu nous fais une thèse en neurosciences, évidemment, comme 99% des gens qui passent par la semaine du cerveau. On a une thèse en psycho, c'est pour ça que je dis 99%. Ah, d'accord. Mais comme on l'a déjà fait il y a 2 ans et que c'était que des neuros, voilà. C'est mes stats à moi. À l'Université de Bordeaux, comme tout le monde. Et tu es dans l'Institut interdisciplinaire de neurosciences, donc l'INES. Tu es encadré par monsieur Naoya Takahashi, donc qui est aussi chef d'équipe de ton équipe à l'INES. Oui, on est en toute petite équipe. Je ne la connaissais pas cette équipe, donc oui, je doute que c'est une petite équipe. Tu as commencé ta thèse en 2022, donc ça fait déjà 3 ans. C'est la dernière année ? C'est pas la dernière année ? C'est la dernière année, oui. Ok, c'est une vraie dernière année. Ouais. Tu ne fais pas partie de ces gens qui prient pour demander une 4e année en mode pitié ? Non. En fait, j'avais commencé avant comme assistant ingénieur. Donc, ça Tu a été as déjà beaucoup. fait ta 4e année. Exactement. Okay. Très bien. Donc, je vais lire le titre de ta thèse, celui qui est compliqué, et je vais lire aussi ton titre que tu m'as envoyé de vulgariser, comme ça les gens ils comprendront directement de quoi on va parler. Alors, ton titre, c'est « Caractérisation de l'organisation spatio-temporelle des inputs cholinergiques dans le cortex pendant la perception ». Donc ça, c'est la version compliquée. Et la version simple étant « Est-ce que faire attention change ta perception ?» qui est dessus beaucoup plus simple à comprendre. Ok. On va revenir là-dessus petit à petit. Je pense qu'à la fin, le but, c'est que quand on sorte le titre numéro 1, les gens comprennent directement. Exactement. Ce serait l'idéal. Mais bon, avant ça, on va peut-être d'abord revenir sur ton parcours, du coup. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait avant ta thèse, comme master, comme licence, et surtout, comment tu t'es retrouvé à faire une thèse ? On veut comprendre pourquoi tu en es arrivé là. J'aimais bien la science depuis que j'étais petit. Et bon, pour contexte, je suis costaricien, donc né et grandi là-bas. Mais ma mère est citoyenne espagnole. Ok. La maladie, Pardon. ça c'est la différence de climat. C'est ça, c'est le climat bordelais, il nous fait tous ça. Et du coup, oui, comme elle avait comme elle était citoyenne européenne, moi et mes frères, on est aussi citoyens européens. Okay. Et du coup, j'ai pu venir en Europe pour faire mes études. Et du coup, j'ai fait ma licence en Angleterre en biologie à l'université de York. C'était très sympa, j'ai très bien aimé. Et comme Erasmus, j'ai fait une année à Strasbourg. Donc là, c'est là que j'ai appris le français. Le français, au passage. Okay. C'est vrai que c'est marrant parce que quand on dit Erasmus, comme on a l'habitude d'avoir des Français, on s'attend à un pays exotique. Quand t'as dit Strasbourg, mon cerveau a eu un arrêt genre Strasbourg, c'est pas exotique. Pardon, j'ai rien contre les Strasbourg. L'Alsace, c'est un pays très exotique avec la choucroute. Effectivement, ils ont des coutumes différentes. Donc, tu as beaucoup voyagé. Oui, exactement. En fait, après ma licence, j'ai fait un master en neurosciences. Donc, comme licence, c'était en biologie classique, on peut dire. Okay. Donc, j'étudiais plutôt... on avait des choix avec des cours ici et là-bas. J'ai fait tout ce que je pouvais sur la neuroscience. Et parce que déjà, depuis ce moment, j'aimais bien la thématique. Mais aussi, j'ai choisi tout le parcours que je pouvais en virologie, pathogénèse en général. Donc, j'aimais bien les 2 sujets. Et à la fin, je choisis la neuroscience comme sujet d'étude pour mon master. Donc, je suis parti encore plus au nord, à Helsinki, en Finlande. Oh, ok. Et du coup, c'est là que j'ai fait mon master. Une partie, c'était
en fait, ma mémoire thèse, c'était en neurosciences computationnelles. Ok. Donc, Ça consiste en quoi exactement, la neuroscience computationnelle? La neuroscience computationnelle, en fait, c'est la branche de la neuroscience qui fait des modèles du cerveau pour essayer de comprendre le cerveau encore mieux. Ok, c'est un peu des mathématiques sur le cerveau. Exactement. Donc, c'est faire vraiment prouver des théories de comment marchent les différentes parties du cerveau, de qu'est-ce que fait cette système ou cette modulateur. Donc, demander ces types de questions, mais en place de le faire avec une expérience physique, c'est vraiment de générer des prédictions. Ouais. Ok. Pour après aller trouver ça dans le modèle biologique. Ouais, vous modélisez des réseaux, voir comment ils pourraient interagir, et ensuite vous essayez de le vérifier in vivo. Est-ce que ça passe exactement comme ça? Oui. Ok. Exactement. Ah, Donc, intéressant. en fait, c'était pendant la pandémie, donc c'était assez utile de ne pas avoir un labo. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pratique du coup. Ouais. De jouer sur l'ordinateur plutôt que d'être en labo avec la paillasse. Exactement. Et d'être lié, enchaîné au labo physique. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu as entendu parler de ton sujet de thèse ou que tu as commencé à te pencher dessus, du coup? Oui, c'est là que j'ai commencé à chercher où faire une thèse. Comme je vous disais, j'avais déjà en tête depuis quelque temps, donc je voulais faire une thèse, mais c'était seulement voir où le faire, ou quelle c'était la thématique. Les opportunités. Oui. Et j'avais un cours à Helsinki qui s'appelait la biologie sensorielle. Et j'ai adoré vraiment. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette thèse en étudiant la perception et comment est-ce que c'est quoi qui c'est derrière une fois qu'on aperçoit quelque chose avec tous les sens, qu'est-ce qui se passe jusqu'après. Pas exactement avant l'action, on peut dire, mais vraiment qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on aperçoit le monde, comment est-ce qu'on fait le sens, on peut dire, de tout ce que se passe autour de nous. C'est vraiment le début du traitement de l'information sensorielle. Exactement. Qui t'intéresse. Ok. Je te rejoins. C'était mes cours préférés aussi à l'époque de la neuroscience. Ça m'avait passionné, les cours sur les 5 sens et comment ils sont décryptés par le cerveau. Parce que c'est littéralement comment on perçoit le monde et avec des biais et plein de choses. Et c'est hyper intéressant à explorer, quoi. Donc je te rejoins. Par contre, comment le lien Helsinki-Bordeaux se fait? Parce que c'est quand même encore éloigné. En fait, j'ai vu l'annonce de ces labos. En fait, c'était pas encore la thèse quand même, et elle-même, mais j'ai vu le labo de Naoya. En fait, je savais pas, mais c'était un tout nouveau laboratoire. Quelques mois quand je me suis rendu compte du labo. J'avais cherché par différentes universités, plutôt en France, Espagne, Royaume-Uni. Ok. Donc tu ciblais quand même un peu le soleil, mais pas trop. En fait, c'était pour parler la langue, quoi. Ouais, ok. J'aimais bien l'idée d'avoir la possibilité de sortir de la boule du labo et de tes collègues. Ouais, je comprends ça. Donc c'est là que je m'aperçois de ce labo-là qui étudiait la perception elle-même. Donc ici, c'était plutôt la partie tactile. Ok. Et je commençais à parler avec Naoya. On a eu des entretiens et à la fin, voilà, je suis ici. Okay. Comme je le disais, j'ai travaillé un peu avant comme assistant ingénieur. Et après, je commençais la thèse. Ouais, c'est mieux quand c'est comme ça. Déjà, tu peux un peu préparer le sujet en avance. Tu ne pars pas sur un sujet que tu découvres le jour du début de la thèse en mode « Ah, faut tout faire ». Oui. Et par rapport à ton parcours, je pense qu'il y a un truc qui ressort quand même, c'est que tu as beaucoup bougé. Est-ce que c'était une nécessité liée au sujet que tu voulais explorer, ou est-ce que c'est toi qui te l'étais fixé directement? J'ai envie, au cours de mes études, d'explorer plein de labos. Pour moi, le but, c'est est-ce que le doctorant de demain, ils doivent se préparer à devoir bouger autant, ou est-ce que c'est vraiment un cas pour toi et ce dont tu avais besoin?
En fait, c'était pas prévu. C'était quelque chose que je voulais sortir du Costa Rica. Le Costa Rica, c'est son petit pays. Donc, je voulais chercher quelque chose. En plus, et la biologie au Costa Rica, c'est très lié à la écologie. Et c'est un domaine que maintenant, je trouve plus intéressant. Mais dans ce moment, je me disais, c'est pas ce que je veux faire. Donc... en Europe, je trouvais que c'était plutôt cette partie qui est pas très forte au Costa Rica. Dans le sens, il y a un laboratoire dans tout le pays, en institut dans tout le pays qui travaille la neuroscience. Ça laissait peu de choix. Ouais, exactement. On est 5 millions. Donc, oui, forcément, proportionnellement par rapport à 68 ici. Donc, c'était pas prévu bouger si tant. Mais aussi, comme j'avais parti depuis l'Amérique, ici l'Europe, c'est plus à côté. Exactement, c'est plus proche une des autres. Donc, c'est vrai que la distance culturelle, c'est plus grande que la distance géographique, dans le sens que les Finlandais sont très différents en français, mais quand même, la distance géographique, proportionnellement, c'était pas géante. Ouais, je comprends. Mais pour répondre à ta question, je crois que bouger avant la thèse, c'est pas nécessaire. Ça aide un peu, mais c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, bouger après la thèse, c'est nécessaire. Là, ça s'entend beaucoup dans le monde académique, de l'importance d'avoir un parcours international, et spécialement la partie internationale. Je trouve que avoir le pouvoir de montrer que tu peux t'adapter dans un nouveau laboratoire, donc je trouve que c'est ça, et ça aide aussi avec l'anglais, que forcément c'est la langue de la science maintenant. Si tu te retrouves à pas avoir le choix que de parler en anglais, ça va forcément te faire progresser, quoi. Ça c'est sûr. Bon, c'est un peu comme l'allemand avant. Tous les articles de Ramón y Cajal, ils étaient publiés en allemand. On aurait bien du mal à les lire aujourd'hui. C'est pas avec mon petit 4 au baccalauréat en allemand que j'aurais pu les lire. Non, effectivement. Bon, ok, super, on a fait un bon petit tour du parcours. Alors, on va commencer par le titre facile, comme ça on va définir les mots principaux, et après on passera au titre compliqué pour définir les mots plus compliqués. Est-ce que tu peux me dire, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que c'est l'attention ? Comment on le définit ? Du coup, l'attention, c'est une façon de filtrer tout ce qui se passe autour de toi. Donc, si tu fais attention à quelque chose, c'est vraiment que tu te fixes dans ces sujets, objets, sources d'informations, et tu ignores le reste. Donc, c'est une façon, par exemple, maintenant que les gens nous écoutent, possiblement il y a des autres choses qui se passent autour de vous que vous ne faisiez pas attention, et du coup, c'est parce que vous trouvez que c'est moins important, vous allez ignorer. Par exemple, même si c'était le même volume que ma voix maintenant, si quelque chose y arrive autour de vous, possiblement vous allez entendre ce que je dis, mais pas cette autre chose qui est arrivée en même temps avec le même volume. Exactement. Ok. Donc par exemple, est-ce que les choses qui sont autour de moi, mais sur lesquelles je ne me concentre pas là tout de suite, donc sur lesquelles je ne porte pas mon attention, est-ce que je les intègre dans mon cerveau comme information ? Est-ce que j'y fais quand même un petit peu attention sans y faire attention ? Oui et non. Ça dépend de quelle partie du cerveau. Donc vraiment, le cerveau, c'est divisé dans beaucoup des sous-parties. Et chaque couche va processer une information différente. Donc, les premières couches, par exemple, dans le cas visuel, le cortex visuel primaire va processer les couleurs, les formes, donc la partie vraiment basique de l'information visuelle. Donc, c'est presque ce que se reçoit par l'œil, pas directement, mais presque l'information intacte. Mais après, le cortex
Visuel, secondaire. Le cortex visuel secondaire Ouais. va processer l'information on peut plus processer que celle du primaire. Donc, ça va commencer à faire des formes avec l'information reçoit avant, mais ça va ignorer quelques parties qui sont moins importantes. Ok. Ça commence déjà à faire un filtre sur l'attention, quoi. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'image et qu'est-ce qu'on s'en fiche. Exactement. Donc là, il y a des différents filtres. L'attention, on ne sait pas exactement. Ça existe à plusieurs niveaux. Donc en fait, il y a différents types d'attention. Et chacune va marcher de différentes manières pour filtrer l'information qui n'est pas importante. Okay. Donc par exemple, l'attention exécutive, c'est celle qui est liée à filtrer la bruit qui produisent des actions. Okay. Donc par exemple, quand tu respires, ton corps fait des bruits. Quand tu marches, tu fais de bruit interne, on peut dire, ta tête bouge par exemple. Et comment filtrer tout ce type de bruit, on croit que c'est lié à la attention exécutive et on croit que c'est lié à la dopamine. Okay. Donc il y a 3 grands neurotransmetteurs qui sont liés à l'attention et chacun, on croit qu'il est lié plus fortement à un type différent à chaque type d'attention. Okay. Donc la dopamine, c'est pour l'attention exécutive. L'attention d'orientation, c'est lié à l'acétylcholine, c'est la mienne. Et la norépinéphrine, c'est lié au dernier type, j'ai oublié le nom. D'accord. Donc c'est pas l'exécutif qui filtre les bruits du corps, on va dire. Non. Et c'est pas la tienne qui est sur la perception spatiale. En fait, c'est la mienne. Celle d'orientation, c'est que c'est celle qui choisit à quoi tu fais attention. Okay. C'est quand tu changes d'objet de fixation, c'est celle que on trouve que exactement. Okay. Donc, par exemple, là, si je suis en train de t'écouter parler et que j'entends un gros bruit et que ça switch mon attention vers ce bruit, ça, c'est l'attention auquel tu t'intéresses. Exactement. Ok. Tu as parlé un petit peu d'organisation du cerveau. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'acétylcholine ? Oui, en fait, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur, donc de la même manière que la dopamine, c'est la plus connue, je crois, la sérotonine aussi. Donc, ça fonctionne de la même manière. C'est une molécule qui est libérée par les neurones et ça envoie des signaux électrochimiques dans la neurone suivante. Okay. Et du coup, l'acétylcholine, c'est seulement que ça marche dans un système parallèle à tous les autres neurotransmetteurs. Et l'acétylcholine est liée à l'état d'alerte. Donc, être vraiment réveillé, elle est liée aussi à jouer un rôle dans la mémoire et, on a déjà parlé, à l'attention. Ok. Et est-ce que c'est un neurotransmetteur ? Il y a des différents types de neurotransmetteurs. Il y a ceux qui sont plutôt stimulants, c'est-à-dire qu'ils activent le neurone. Donc, je suppose que l'acétylcholine, c'est plutôt de ce type-là. Oui, il y a des cas comme la première là de la biologie, il y a toujours une exception. Il y a toujours des exceptions, donc forcément ils existent, mais plutôt c'est plutôt stimulateur. Et stimulateur, exactement. Okay. Oui, vas-y. Mais aussi, ça existe que ça peut être le stimulateur d'une neurone inhibitrice. Oui, bah oui. Donc ça peut freiner une boucle parce que ça stimule un truc qui inhibe un autre exactement. truc. En fait, on croit que c'est un des réseaux le plus utilisé. Ok. Et du coup, toi, tu t'intéresses à l'organisation spatio-temporelle des neurones qui libèrent cette acétylcholine. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? C'est quoi que tu entends par l'organisation spatio-temporelle ? C'est-à-dire les réseaux, comment se forment ces réseaux de neurones ? Ou la localisation qu'ils ont dans le cerveau ?
En fait, la localisation de le cerveau, c'est relativement connu. Donc, les neurones cholinergiques, elles existent dans le cortex, mais plutôt le centre le plus grand, c'est le procerveau basal. C'est une partie, en fait, c'est plusieurs nucles qui sont dans la partie en face et en bas du cerveau. Donc, toute profonde, quoi, au milieu de rien. Ok, très bien. Et du coup, en fait, c'est sûrement pour dire... elles sont liées à l'état d'alerte. C'est vraiment quand ils sont beaucoup plus actifs quand tu es réveillé, quand tu es actif, quand tu bouges. Donc, l'activité motrice, ça les active beaucoup. Ça active beaucoup ce centre-là et aussi directement les neurones cholinergiques. Par exemple, quand tu marches, ils sont activés. Quand tu es réveillé, ils sont beaucoup plus actifs. Et quand tu dors, par contre, ils sont beaucoup moins actifs. C'est vraiment une activité beaucoup plus basale. Ok. Et du coup, c'est quoi ton objectif quand on met tout bout à bout? C'est quoi que tu cherches qu'est-ce que tu as cherché à montrer dans ta thèse? Ce que je cherche, c'est vraiment... peut-être que c'est plus utile de parler un petit peu avant du système tactile pour arriver là-bas. Mais du coup, je ne sais pas si tu as entendu du homunculus. Oui, l'homunculus de Penfield. Pardon? De Penfield? C'est pas ça son nom? Si, il me semble. Oui. Donc, c'est une manière de représenter le corps de soi, d'une personne même, dans le cerveau. Donc, tu peux trouver chaque partie de ton corps représentée dans une partie différente du cortex somatosensoriel. Donc, le cortex somatosensoriel, c'est celle qui est liée à tout ce que c'est la proprioception et le toucher. Ok. Et on s'aperçoit que il y a les parties qui sont beaucoup plus importantes pour chaque animal, sont plus représentées. Il y a plus d'espace physique qui est dédié à cette partie. Donc, par exemple, chez l'humain, c'est les mains. Les mains, les pieds, le visage, beaucoup. Oui. Alors, on vous invite à le taper sur Google pendant que vous écoutez, ça vous fera une bonne représentation. D'habitude, c'est vrai. Homunculus de Penfield. Exactement. Vous verrez bien chaque partie, à quel point elle est représentée. En gros, vous voyez les guignols de l'info. Bon, l'idée est là. Ça vous donnera une bonne idée. Pardon, je t'en prie. Et du coup, et chez la souris, c'est exactement la même chose. Okay. Sauf que les parties changent forcément. Ouais. Là, la langue, par exemple, est beaucoup plus petite. Et les mains et les pattes sont beaucoup plus petites. Mais par contre, les vibrilles sur la moustache est géante. Mais c'est vraiment presque tout le cortex somatosensoriel en entier. Ah, toute son information sensorielle du toucher, quasiment, ça passe là-dedans. Okay. Exactement. Donc pour eux, c'est vraiment... en fait, la toucher, c'est beaucoup plus important que pour nous. Et c'est presque l'équivalent la partie visuelle. Ok. Et il n'y a pas l'odorat aussi, parce qu'ils ont un super odorat normalement, les souris. Oui. C'est vrai que... Mais je le compare avec la partie visuelle parce que aussi, pour nous, c'est le sens le plus important. Ouais. Sauf que pour eux, c'est pas du tout le cas. Donc c'est là où j'illustre... C'est vrai que l'odeur, c'est très forte chez eux. Par rapport à nous, voilà. Nous, on est nuls par rapport à une souris. Oui, mais on est plus fort de ce qu'on croit, en fait. C'est quelque chose qui est entraîné aussi. Oui, ok. Du coup, donc, de ton système sensoriel, de ton système tactile, donc tu parlais de l'homunculus de Penfield, comment est-ce qu'on en arrive à ton objectif de thèse? Donc là, on peut voir, comme on a une représentation physique qui a un rapport avec quelque chose physique dans le monde réel, on peut dire, chez le corps de la souris, on peut voir si la souris fait plus attention à une partie de son corps, lier ça à l'activité cholinergique, parce qu'on peut voir avec un senseur cholinergique, on peut voir où le système cholinergique donne plus d'acétylcholine dans chaque partie du corps, en représentation du corps,
de la souris. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Donc, en gros, tu vas toucher des vibrisses à des souris et tu regardes dans le cerveau où est-ce que ça focus. Exactement. À quel endroit dans le système somatosensoriel ça s'est activé. Exactement. En gros, c'est ça l'idée. Ok. Et donc ton objectif, c'est ça, c'est de faire ce lien pour savoir. Tu fais un peu une cartographie. En fait, c'est pas une. On a la carte vraiment parce que si tu touches, tu vois l'activité normale. Okay. Mais ce on veut voir, c'est dans cette carte physique, en voyant le cortex sensoriel, c'est quelle est l'activité cholinergique avant et après la stimulation de la moustache. Ok. Et est-ce que tu vas regarder stimuler la moustache gauche et moustache droite pour voir si le fait Exactement. de changer d'un moment à l'autre, ça va changer des trucs dans le cerveau? Exactement. C'est en fait, on veut voir si ça change, si la souris fait attention dans une côté de son corps ou l'autre. Okay. On veut voir si ça change, si c'est la moustache ou la patte. Okay. Et on veut voir si ça change le moment au fur et à mesure du temps, si ça change l'activité, s'il est plus haute, plus basse. Et est-ce que tu avais des hypothèses par rapport à ça? Est-ce que tu savais déjà à peu près à quoi t'attendre ou est-ce que c'était plutôt exploratoire et pas d'hypothèse a priori? Non. Bon, on avait l'hypothèse qu'en général, l'activité elle était plus haute. Il y a plus d'activité, c'est plus de mouvement, plus d'alerte. Donc, on croyait qu'on allait trouver plus d'activité cholinergique. Et on a commencé à voir le résultat il n'y a pas trop longtemps. Et en fait, on est complètement l'inverse. Ah. Et du coup, c'est assez bizarre. Donc, c'est très intéressant de voir. Mais c'est assez clair que tu as moins d'activité corticale, d'activité cholinergique au cortex, jusqu'avant la perception se passe. Et si tu le compares avec les fois où on fait la stimulation, mais les souris ne bougent pas, donc ne s'aperçoivent pas, on voit aucune différence. Entre, je veux dire, l'activité est bassale au zéro. Ok. Alors du coup, j'ai plusieurs questions méthodes. On parle d'activité que tu peux mesurer en direct pendant que tu fais des stimulations. Comment tu mesures cette activité? Avec quelle méthode? Donc, on a un senseur cholinergique. C'est une molécule qui, quand elle s'accroche à l'acétylcholine, elle va fluorescer. Donc, elle va briller en vert. Ok. Et on libère ça dans le cortex. Elle est là. Et du coup, on mesure vraiment on mesure la fluorescence. Donc, combien de lumière vient du cerveau dans ce longueur d'onde et au fur et à mesure de temps. Donc, on peut voir, on sait que ça se décroche relativement vite. Donc, on peut voir combien d'activité combien d'acétylcholine est libérée dans un moment donné. Donc il a une sonde implantée du coup dans le. En fait c'est codé génétiquement, donc c'est injecté et en fait c'est injecté et les neurones expriment ce gène-là et ça c'est vraiment comme si c'était un récepteur de plus dans le cerveau. Mais je pense que c'est ça que tu veux dire. Pour capter la fluorescence, pour qu'on voit la lumière, tu utilises quoi comme dispositif? C'est un microscope. Donc on a Et du coup, il a un truc connecté sur le cerveau qui est ouvert pour qu'on puisse voir la lumière quand ça s'allume. Oui, on a une petite fenêtre crânienne. Bon, petite, c'est 4 mm. Oui. Et là, on peut voir exactement ce qui se passe avec un microscope. Ok. Et vous captez l'ensemble de l'acétylcholine relarguée par le cerveau ou elle est dépendante de certaines zones où c'est que là qui va exprimer la fluorescence dans vos zones d'intérêt par exemple ou... Tu veux dire on injecte
Est-ce que sur tu tout vas le capter cortex, avec le signal que tu récupères, est-ce que c'est c'est ça, est-ce que c'est l'acétylcholine de l'ensemble des régions du cerveau cumulées ou tu l'auras très spécifiquement des endroits qui t'intéressent à toi? Ah, d'accord. Et l'acétylcholine est exprimée un peu presque partout le cerveau, mais on a la fenêtre crânienne est sur le cortex somatosensorial, donc on peut voir vraiment que Ok. le cortex dentaire, on peut dire. Ouais, tu vois ce qui t'intéresse. Ça marche. Ok. Qu'est-ce que tu fais à tes souris pour... Est-ce que tu leur fais apprendre des trucs? C'est quoi le protocole que tu fais avec elles pour justement voir ce niveau d'attention qu'elles ont quand tu leur touches la moustache et ce Oui. genre de choses? Oui, bon, on fait une tâche attentive, donc Ok. c'est vraiment de perception. Ils sont accrochés à... Ils ont un biberon jusqu'en face Ok. avec de l'eau. Ok. Et on commence par faire un conditionnement. Et de cette manière, elle lie le toucher et à la moustache Mhm. avec de l'eau qui va venir de ce biberon-là. Et après, on commence par faire vraiment le test où on commence à... Une fois que les deux sont liés, on dit, bon, on va te donner l'eau que si tu réponds dans le premier mi-seconde après la toucher. Ok, dans le Donc, de cette timing. manière, exactement. Les deux doivent passer en même temps. Ok. Donc il faut que tu lui apprennes que quand tu lui touches la vibrise, il faut vite qu'elle aille lécher Oui. le biberon pour avoir de l'eau, sinon elle n'aura pas d'eau. Exactement. Ok. Donc, de cette manière, ils font attention vraiment à qu'est-ce qui se Vite, passe. il s'est passé un truc. Vite, c'est Exactement. maintenant. Ok. Et on commence à baisser la force de la stimulation. Donc, Ok. au point que c'est vraiment 50-50 je sais pas, et du coup, Ouais, ok. la moitié de temps, elle s'essaye, la moitié de pas, elle s'essaye pas. Ok, donc il faut vraiment qu'elle soit très 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 attentive, qu'elle se concentre beaucoup sur leur Oui. vibrise pour être sûre d'avoir senti quand on les avait touchés Exactement. pour avoir l'eau. Ok. En fait, c'est vraiment, on peut voir qu'ils sont très attentifs et aussi on peut faire la comparaison entre qu'est-ce qui se passe quand on a la stimulation, mais elle bouge pas, elle boit pas, et quand ils font attention et ils réussissent à sentir et commencent à boire. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe jusqu'avant, qu'est-ce que fait la différence entre les deux étapes. Ouais, à quel moment, qu'est-ce qui change la prise de décision Exactement. d'aller lécher le biberon pour avoir de l'eau ou pas? Ok. Et tu parlais aussi de toucher la patte. Du coup, dans ton expérience, est-ce que tu fais des différences t'as appris à lécher le biberon quand on touche la vibrise? Si on touche la patte, qu'est-ce qui se passe? Ou Et c'est juste pour changer son attention? Ou est-ce que tu le fais pas? On fait pas en même temps, donc c'est vraiment qu'est-ce qui se passe quand on les entraîne. C'est exactement le même protocole, Ok. sauf que en place de toucher la vibrise, c'est toucher la patte. Ok. Donc on met une plaque au-dessus de la patte et ça va bouger. Ça va faire une petite vibration. Ok. Et quand elles ressentent ça, elles savent que ils vont avoir de l'eau. Ok. Et est-ce que c'est plus difficile ou pas plus difficile? Parce que tu disais que les pattes étaient moins représentées que les vibrisses dans leur cerveau en termes d'espace. Du coup, est-ce que c'est plus dur de leur faire apprendre ou pas? C'est plus dur, mais parce que et dans l'autre, je trouve qu'elles sont plus confortables sans la plaque qu'avec la plaque. Donc je crois que c'est plus lié à si elles l'installation. Exactement. Ok. De la partie d'apprentissage, mais on ne sait pas si la tension change ou pas. Ok. Dans le cerveau, tu n'as pas l'impression que ça change quelque chose en termes d'activité? Non, Pendant l'apprentissage, en tout cas? non, je crois pas. C'est vraiment sont représentés, donc et aussi on se base que vont sentir au début et c'est vraiment après. Donc je crois que c'est pas forcément lié à ça la partie d'apprentissage, à la partie de si elles sont bien représentées. Je crois que c'est plus au niveau de s'ils pourraient représenter quelque chose qui c'est plus difficile, qui aurait besoin de plus de dextérité, je crois que là, ça va faire une différence. Mais ici, que c'est vraiment binaire de toucher ou pas toucher, je crois que ça ferait pas une différence. Ouais, si tu faisais chaleur versus un petit pic, ça serait peut-être plus compliqué à apprendre. Oui. Ok.
Et du coup, quand j'entends le protocole, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, la motivation qui rentre en jeu. Je ne sais pas si on parle de motivation pour une souris, en fait, c'est un peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a un lien entre cette attention et est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait de la motivation pour qu'on y prête l'attention? Est-ce que l'acétylcholine, elle a un lien avec ça, du coup? En fait, oui, t'as tout à fait raison, c'est une très bonne question. Et oui, la motivation a un lien très, très fort avec toute la, tout le protocole. Et c'est très important qu'ils ont la motivation, qu'ils aient la motivation de, d'aller chercher de l'eau. Donc, Oui. c'est pour ça que, en principe, elles sont, ils ont une restriction d'eau. Donc, ils sachent que ils vont recevoir de l'eau qui est depuis le biberon. Ok. Ok. Et donc, ils sont très attentifs. Hmm. Et aussi, on prend que la première partie de l'expérience. Donc, vers la fin, où on peut voir qu'elle boit beaucoup Oui. moins. Ok. Parce qu'elles en ont marre et qu'elles sont moins motivées. Exactement. Ouais. En fait, tu peux le voir dans leur visage de commencer de OK, c'est Tu bon. me saoules. On peut y aller. Ouais, donc c'est vraiment ils sont tranquilles mais avec une gueule de arrête. C'est bon. Laisse-moi tranquille. C'est bon. C'est bon, j'ai on a joué fini. avec ton jeu, Exactement. là, c'est bon. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, on arrête. Ouais. Et du coup, On a fini. tu peux l'anticiper avec la vision des charges cholinergiques, du coup, ce changement de motivation. Est-ce qu'il y a des corrélations à faire ou... Et si je ne me trompe pas, c'est plutôt lié à la partie dopaminergique. Ok. Donc, on pourrait chercher si... En fait, il y a des essais de commencer à chercher là, mais on a les outils jusqu'à maintenant. Ouais, d'accord. Donc, on veut voir si on peut trouver avec mes données, en fait, c'est la partie au début de l'expérience et vers la fin. Ouais. Si on peut comparer les deux et voir si les ondes cholinergiques, les vagues d'activité changent en fréquence ou quelque chose comme ça. Ouais, ok. Ok. Et au niveau des résultats, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure. Donc, toi, t'espérais qu'il y ait une augmentation de l'activité cholinergique associée à l'augmentation de l'attention. A priori, c'est pas ce que tu trouves. C'est quoi, du coup, tes résultats principaux et comment tu les interprètes un petit peu avec ce que tu as pour le moment? Oui, bon, sont assez récents. Donc, Ok. on est tout au début, donc je ne peux pas dire trop d'interprétation, dans le sens que on n'a pas eu le temps de bien discuter. De toutes les possibilités. Bon, on va parler de possibilités, mais vraiment essayer de voir avec les données et dire, bon, est-ce qu'on peut comparer ça et ça c'est encore un peu difficile, mais ce qu'on trouve, c'est vraiment qu'il y a moins d'activité cholinergique jusqu'avant la simulation. Donc, il y a une fenêtre où ça descend vraiment l'activité. Ok. Et c'est ça qui prédise qui est la prédiction vraiment de si la souris va prédire la toucher ou pas, va ressentir la toucher ou pas. Ok, mais ça, du coup, c'est avant que tu touches la vibrise que ça se passe? Oui, parce qu'en fait, c'est l'état du cerveau. Ce que va changer, c'est l'état du cerveau jusqu'avant. Donc, on essaye de voir quel est l'état mental de la souris, qu'est-ce que sont les différences entre l'état mental de la souris quand elle ressent la toucher ou quand elle ne le ressent pas. C'est l'état d'anticipation, quoi, juste avant qu'elle l'ait. Du coup, j'imagine que si on a une BC et que tu nous parlais tout à l'heure des neurones qui peuvent activer pour inhiber, on est dans le cas d'une levée d'inhibition ou quelque chose comme ça. Oui, en fait, la métaphore utilisée, c'est vraiment le gain dans le système de musique, d'audio, où si tu montes, tu augmentes, tu fais augmenter la différence entre la bruit de fond tu augmentes la puissance des sons en général. Donc, c'est ça la manière qu'on croit que ça marche. Ou si tu as des conflits je ne sais pas si ça c'est en toucher ou pas, la tension va exagérer les différences entre
ce que c'est la bruit du fond et ce qui vient de la partie sensorielle. Ok, donc c'est un peu comme si le cerveau faisait exprès de diminuer énormément l'activité pour que la différence entre les deux soit tellement importante qu'ensuite elle va repérer le fait qu'il se passe un truc. Oui, c'est ça qu'on croit. Donc, ça, c'est l'interprétation. L'interprétation. Okay. Aussi, ce on croit voir. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est très tôt, mais on croit qu'il y a une différence entre la partie liée à la moustache et le visage et la partie liée au cœur. Donc, on peut voir une ligne, un peu vague, mais une ligne où il y a moins de... Et il a une diminution plus petite et dans la partie de la vibris, il a une inhibition plus forte autour. Donc quand tu touches la patte, ça fait pas la même chose, quoi. Donc ça veut dire, l'interprétation qu'on donne, c'est vraiment que tu as une inhibition. Donc on a une inhibition plus forte dans la partie moins importante et pas une inhibition dans la partie qui est liée à la toucher, qui est liée à la partie que tu donnes l'attention. Et du coup, la différence entre les deux, c'est la partie qui est importante. Donc, en place d'avoir une augmentation de l'activité, tu as une réduction de l'activité autour. Ok, donc je pense que ce qu'on peut faire, c'est une fois que tu auras fait l'interprétation, on te réinvitera et tu viendras nous confirmer ou nous dire voilà. Oups, on a trouvé autre chose finalement. En fait, c'est pas ça. Ça peut être intéressant. Mais ouais, bon, c'est cool, vous avez quand même pas mal de choses à explorer. Et du coup, toi, tu as bientôt fini la thèse là. C'est quoi le plan après ? Est-ce que tu veux finir de bosser là-dessus en postdoc ? Est-ce que t'en parlais tout à l'heure, t'es parti dans un autre pays à nouveau ? C'est quoi tes plans là ? Donc, pour l'instant, j'ai plusieurs possibilités. Donc, j'ai quelques idées comment continuer. Je crois que ce projet-là, je vais réussir à le finir avant de partir. Donc, j'aimerais bien vraiment finir peut-être d'analyser de données avec Naoya après, mais possiblement dans un suivant chapitre. Et ce que j'aimerais bien, c'est de soit continuer avec des différents projets que j'ai en tête. Donc, comment lier ça à ce que j'avais pris avant avec la neuroscience computationnelle. Donc, tu veux faire des simulations du cerveau. Des simulations d'attention, ça serait et des réseaux attentionnels. Et comment lier ça avec le déficit attentionnel. Ça serait... donc, c'est une condition très commune avec... et avec tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose de voir comment est-ce que les différents cerveaux processent l'attention et processent l'information sensorielle. Et est-ce que tu veux rester sur un modèle animal ou est-ce que tu veux aussi voir chez les êtres humains avec de l'électroencéphalogramme ou quelque chose comme ça ? Je crois que je resterai chez les animaux, mais on ne sait pas. Maintenant, en fait, c'est encore plus éloigné avec l'ordinateur. Mais... Oui, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça que tu pourras avoir deux modèles et un simulateur pour voir. Oui, c'est vrai. T'as raison. Oui, dans l'idéal, on fait sur tout, mais bon. Oui, après, non, mais je sais pas. Ça pourrait être une collaboration avec un gros projet, je sais pas, une ANR, l'ERC. Il y a plein d'appels à projets qui sont super. Mais j'aimerais bien aussi, j'adore l'enseignance, donc donner de l'enseignement. Et du coup, j'aimerais bien de pouvoir donner des cours plus... Possiblement pas immédiatement, mais dans le futur, soit ici, soit au Costa Rica, retourner. Là, tu le fais pas pendant ta thèse, du coup. J'ai réussi à le faire et c'est là que j'ai trouvé que j'adorais l'expérience. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien de continuer. Et tu le donnes en licence ou en master ? En licence. Donc, c'était en TP, en étudiant le système cholinergique au niveau moteur. En fait. Attends, est-ce qu'on a fait ça, nous ? Je crois, hein. Ça me dit des trucs. Un truc vaguement d'il y a très longtemps. Ok, trop bien. En tout cas,
as l'air sûr de continuer dans la recherche. Donc ça, Oui. ça te plaît actuellement, c'est cool, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Et j'aime bien vraiment tout ce que c'est continuer à apprendre. Donc c'est vraiment... et faire des autres gens apprendre aussi. Donc c'est pour ça que... transmettre. Exactement. Donc Okay. c'est pour ça que plutôt que la recherche pure, la partie d'enseignement, vulgarisation, j'adore. Ok. Trop bien. Ouais, trop cool. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour de ta thèse? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées dont tu voudrais parler? Non, je crois qu'on a très bien parlé de toutes les différentes parties. Donc je crois que... Okay. Trop bien. On espère que c'est plus clair pour les auditeurs. Moi, c'est clairement plus clair pour moi, j'espère. J'essaierai de balancer le titre de la thèse à des gens random dans la rue et on verra s'ils comprennent ou pas. Ce sera le test. Ok. Est-ce que tu as des activités en dehors de ta thèse qui te permettent de sortir la tête du système sensoriel et tout ça? Alors, je crois voir un pull qui serait relié à une équipe de rugby, peut-être. Ouais. Oui, sauf que... Angleterre, ça, non? Ouais, la rose, il me semble. Ouais, c'était l'équipe de rugby de l'université à York. Donc, ok. Mais pas du tout. C'était tu n'es pas toi-même joueur. Non, c'était des potes qui le faisaient, mais je suis pas très sportif, mais en même temps, je fais la plongée. Donc, c'est pas mal la plongée quand même. C'est trop bien. Oui, non, j'adore. Et je suis dans une association de plongée ici. Ok. C'est quoi le nom de l'association? C'est CESMA, donc c'est le centre aquatique de Aquitaine. Ok. Et vous faites des sorties dans des lacs autour d'ici ou vous allez plus loin sur la côte? Sur la côte. En fait, c'est plutôt le bassin d'Arcachon. Okay. Parfois les lacs, mais il y a des épaves là-bas, mais la vie ici, c'est terrible. Ouais. Donc, tu peux le voir si t'es à 10 cm. Oui, il faut mettre la tête dedans, quoi. Il faut avoir la lampe frontale. Avec une lampe, exactement. Si t'as une lampe et t'as 10 cm, tu peux voir quelque chose, mais... Peut-être c'est trop tard quand tu vois le truc. T'es là, c'est un peu gros, en fait. Et tu vas jusqu'à quelle profondeur En fait, j'ai le niveau 2. Donc, maintenant, je peux faire jusqu'à 40 mètres. Wow. Et je suis en train de faire le niveau 3. Trop bien. Donc peut-être que peut-être que avec ma thèse, je vais me graduer de mon niveau 3 aussi et pouvoir plonger jusqu'à 60 mètres. Ok. Et le but, c'est quoi? C'est que c'est que tu puisses partir tout seul. Là, tu es capable, du coup, avec un niveau 2, toi, tu prends tes bouteilles, tu t'en vas et tu vas faire de la plongée où tu veux? Non, et il faut que tu ailles en directeur de plongée. Okay. Du coup, quelqu'un qui te surveille et dit oui, ce site c'est bon ou pas. En fait, avec le niveau 3, tu pourrais faire ça. Okay. Donc, si tu as des 2 niveaux 3, c'est bon, tu peux partir n'importe où. Et normalement, tu sais qu'est-ce que c'est dangereux ou pas. Donc, oui, tu as suffisamment d'expérience pour savoir si tu vas plonger dans un endroit où c'est dangereux ou pas. Oui, exactement. Mais il faut que tu sois encadré, spécialement si c'est plus profond de 20 mètres avec... En niveau 2, c'est vraiment t'as cette restriction. Ok. C'est quoi le plus dangereux dans la plongée? C'est le courant? La décompression. Et ça... Oui, mais pour la zone? Oui, en fait, ça dépend. C'est vrai que la courante, ça pourrait être super dangereux. C'est vraiment faire pas attention aux détails. La chose la plus compliquée parce que tu as 1000 choses à voir qui doivent marcher bien. Et du coup, tu as beaucoup de protocoles à suivre pour être en sécurité. Donc, je sais pas, vérifier que la bouteille est ouverte, que la bouteille est pleine. Donc, ce sont choses qui peuvent sembler connes, mais en même temps, oui, tu rates une étape, c'est foutu, quoi. Exactement. Et si tu as le détendeur qui marche moyen, et tu dis bon, ça va pas c'est pas comme si ça va pas marcher cette fois. Là, ça c'est à moins 20 et ça marche pas. Donc, en fait, oui. C'est pour ça que tu plonges tout le temps en binôme. Ok. Donc, tu as quelqu'un si ta bouteille arrête de marcher par quelque chose, quelqu'un peut te sauver et tu montes. Ok. Oui, effectivement, déjà que moi j'ai peur. Je pense que j'ai une thalassophobie. Oui, c'est pas pour toi.
Alors, si en plus je dois plonger seule, non, tu peux pas. Donc, mais avec le snorkeling, ça me fait peur alors. Alors, la plongée, jamais de la vie. Non, mais c'est génial. J'adore franchement voir tout ce qui se passe sous l'eau. C'est un autre monde. C'est de rêve. Oui, c'est vraiment de rêve. J'ai appris quand j'étais à Marseille et la Méditerranée, c'est. Ah, c'est beau, hein, ça c'est sûr. Ça, il y a de la vie dedans. Oui. Il y a beaucoup de choses à voir. T'as plongé un peu au Costa Rica ou pas encore? Oui. Et du coup? Ah, c'est le rêve. C'est vraiment excellent. Par rapport au bassin d'Arcachon. En fait, au bassin, tu vois beaucoup de choses. C'est la vie ici. On revient, il y a beaucoup de sable. Il y a beaucoup de sable. Donc, mais tu as des hippocampes. Ok. Donc, tu as des pulpes un peu partout. J'ai une amie qui me disait, mais c'est comment que tu as vu des poulpes? Je n'ai jamais vu dans toute ma vie. Et je dis, mais dans une plongée, on a vu, je sais pas, 15. Ah ouais, d'accord. Je verrai plus jamais le bassin d'Arcachon de la même façon. Pour moi, c'est un endroit où tu fais splash, splash, splash dans du sable dégueulasse, dans de la vase, là, et c'est immonde quand tu marches dedans. Et voilà. Non, et c'est tout trouble. Ah oui, bon, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu es un peu proche, mais à part ça, c'est... Faut que tu mettes le flash dans la gueule du poulpe. T'es là? Ouais, non, mais t'as des belles choses. Donc, ok, donc recommandation, aller sur le bassin d'Arcachon faire de la plongée. En fait, il y a des trucs à voir. Ouais, mais bon, il faut y aller avec un encadrement du coup. Non, mais aussi évidemment. C'est aussi ça le message. Faites-le en sécurité. C'est ça, ne le faites pas tout seul. Bon, trop bien. Ok. Est-ce qu'on ne se ferait pas des petites recommandations? Est-ce que tu as des choses que tu as aimées récemment, culturelles, peu importe, en rapport ou pas avec ta thèse, hein, peu importe, que tu aimerais partager aux auditeurs et auditrices? D'accord, Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une série, un film, un livre, de la musique. Laisser du temps pour réfléchir, ouais, si tu veux, le temps que Laura fasse le... En tout cas, moi je vais commencer. Vas-y, commence. Je vais vous recommander la série White Lotus, qui vient de reprendre pour une saison 3 la semaine dernière. Et un épisode qui est sorti juste hier. J'ai très envie de le mater. Et c'est une série donc sur... chaque saison se passe dans un pays différent. En fait, on suit une ligne d'hôtel qui reçoit des clients très très riches. D'hôtel de luxe. Et c'est une satire sociale concrètement. C'est uniquement des péripéties qui va arriver à des gens extrêmement riches. Et souvent, ça arrivera à personne dans le monde. C'est extrêmement bête. Sinon. C'est un peu l'idée. Mais ça en dit beaucoup plus long que ce qui n'y paraît. Enfin, c'est pas juste bébête, c'est vraiment très malin. C'est trop trop beau, c'est très bien mis en scène. Il y a une musique exceptionnelle aussi par un artiste qui faisait déjà la musique d'Utopia à l'époque, pour ceux qui connaissent la série UK. Donc quelqu'un de très talentueux. Donc je recommande la série au global et j'espère que la saison 3 sera aussi bien. Mais dans tous les cas, vous pouvez mater la saison 1 et 2 qui se passent respectivement à Hawaï et en Sicile. Ouais. Ça nous a d'ailleurs donné envie d'aller voyager en Sicile tellement c'est beau. Toujours pas fait, mais ouais, on le fera. Et donc voilà, c'était ça. Ok. T'as réfléchi ou pas? Oui, en fait, maintenant que tu as dit Hawaï, parfait. C'est le nouveau disque. C'est le nouveau disque de Bad Bunny. C'est très intéressant en fait. C'est un artiste du reggaeton très 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 connu. Okay. Et avant, c'était pas très critique, donc c'était pop, musique, aucune critique sociale vraiment. Mais par contre, le nouveau disque, c'est une critique très forte de la gentrification au Porto Rico. Et c'était très intéressant de voir cet angle avec une musique qui n'est pas normalement utilisée pour ça. Donc c'est... Oui. En général, le reggaeton, c'est plus des musiques des romances et des... Ouais. Plutôt... Romance, c'est... Non, mais c'est la façon polie de le dire. Ouais, exactement. C'est la façon polie de le dire. Il y a des chansons un peu romantiques. Voilà. Oui, exactement, c'est ça. C'est plutôt voilà, ça. C'est la version non romantique de le dire. Tu l'as dit de façon tellement naïve. Non, en fait, je cherchais un autre mot et le seul mot qui m'est venu, c'est romance. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas exactement ça, mais... Et effectivement, tu t'attends pas à avoir une critique sociale dans du reggaeton. Oui, donc... mais c'est aussi une critique très forte. Donc, et maintenant, on commence à voir ce type de choses au Costa Rica. Donc, c'est vraiment C'était marrant parce que j'ai entendu la chanson le même jour que j'ai lu les journaux en disant de problèmes qu'on avait chez Ripo avec ce type des histoires. Donc, c'est vraiment bizarre d'entendre les deux
en même temps. En même temps. Ok, Oui, de toute intéressant. façon, la gentrification dans les grandes villes, je pense que c'est mondial. Enfin, il n'y a pas de. Oui, sauf que ce qui commence à passer dans les tropiques, c'est que c'est pas les locaux, Ah, c'est les Qui- touristes. c'est les touristes. C'est Donc, les connards de là, touristes riches. exactement. Donc, Effectivement, le Costa Rica, c'est un pays qu'on m'a déjà mentionné comme si jamais tu travailles 100% télétravail et que tu es à 5 000 euros par mois, tu peux aller te barrer au Costa Rica et faire ta vie Ouais. au Costa Rica. On oui, l'a déjà donc, dit. Et c'était des bourgeois bordelais, hein. C'était pas des, Ouais, pas non, des non, mais locaux. en fait, oui, mais en fait, existe ce niveau-là, mais aussi il y a des gens qui ont déménagé, acheté des maisons, et leur façon de voir les communautés, les propriétés, c'est très différent. Donc, en fait, le problème là, c'est qu'ils sont des expats plutôt que des immigrants. Oui, oui. Et normalement, si tu as des immigrants, c'est pas un problème parce qu'ils s'intègrent. Donc, moi, Oui, alors que là, ils sont en mode touriste, mais ils habitent là-bas, quoi. Oui, et ils achètent des propriétés qu'ils ne laissent pas les locaux utiliser. Donc là, Oui. c'est la partie la plus problématique. Ouais. Parce que tu peux voir, en général, les costariciens sont très ouverts. On n'a vraiment pas une opinion forte. On est très accueillants. Mais maintenant, ça commence à dire, bon, mais je peux t'accueillir chez moi, mais en même temps, c'est encore chez moi. Et si tu commences à me dire comment est-ce qu'il faut que je fasse les choses, c'est là où ça commence à être compliqué. Ok. La problématique du logement, c'est sûr que c'est un point important, quoi. Le côté, enfin, on le retrouve ici aussi, le logements qui sont réservés à certaines parties de la population, et en fait tu te retrouves sans rien et tu dois juste réclamer quelque chose, et parfois on te donne même rien, donc bon, intéressant. Bah, nous, Okay. c'est la même chose, c'est juste que c'est pas des touristes qui débarquent et qui viennent s'installer chez nous, c'est des Parisiens, mais c'est pareil. La problématique est la même. Ils sont locaux, hein, techniquement, mais ils sont locaux d'une ville à côté où ils sont un peu plus riches. Oui. Là, au moins, vous parlez la même langue. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Pour l'intégration, c'est mieux. Après, on n'a pas le même accent, mais on parle la même langue. Bon, et toi alors? Moi, j'en ai 2 recos. Comme on a parlé Sens, je vais recommander la série Sense8, qui était très bien. Ok. Qui est très vieille, hein, mais qui était... Très vieille, non? Non, Parce pas que très vieille, mais elle n'est pas récente, quoi. Sense8, c'est pas non plus la série qui est sortie la semaine dernière. Je vous fais pas le pitch, c'était les sœurs Wachowski qui l'avaient fait. Et ça parle de 8 personnes qui sont connectées de façon sensorielle et psychologique. Donc en fait, elles s'entendent, elles se parlent, elles sont capables de se parler entre elles, et elles sont partout dispatchées sur le globe. Et du coup, c'est l'interaction de ces personnes et leurs histoires individuelles qui est intéressante. Et il y a combien de saisons ? Je sais plus. 2 saisons et un film, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était super. Et la musique est super, et la réal est super. Donc n'hésitez pas à regarder ça. C'est exceptionnel. Voilà. Et je vais aussi recommander la série que j'ai vue récemment, du coup, qui s'appelle Normal People, où il y a une seule saison, c'est une mini-série. C'est la série où les gens ils baissent. Moi, je passais devant, je la regardais pas, juste regardais Laura qui la regardait. À chaque fois, je dis ah tiens, Ça baisse. ils font l'amour. Non, mais en plus, il faisait que me dire ça. Mais en fait, c'est l'histoire de la série, c'est ça. C'est en gros l'interaction de 2 personnes. Donc un mec et une nana qui sont au lycée. Ils sont tous les 2 intellos, sauf qu'il y en a un, c'est un mec méga populaire intégré dans un groupe d'amis, et l'autre, c'est la bisu nerd à qui personne ne parle. Et en fait, ils ont une relation, et tu les suis pendant plusieurs années sur comment est-ce qu'ils évoluent avec leurs propres traumas, leurs difficultés de communication, et en gros, c'est un peu toutes les erreurs que tu fais dans ta vie, dans tes relations sociales. C'est vraiment une accumulation de toute la toxicité possible, et comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça et à s'en sortir par rapport à ça. Donc c'est un peu... C'est celle qui a... C'est tiré d'un bouquin. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice, sachant qu'on m'a prêté le livre hier, mais je me rappelle quand même pas du nom de l'autrice. Et en fait, les livres qu'elle écrit en général, ça parle de ça, de l'interaction entre les gens. On parle de gens qui ont des individualités différentes, qui ont des traumas, pas de traumas, des problèmes psy, pas de problèmes psy, etc. Et de comment est-ce qu'ils arrivent à interagir entre eux. Et en fait, tous ces livres, ça parle de ça. Donc là, ça parle d'un couple, en gros, qui ne sont pas en couple, mais c'est plutôt du situationship, on dirait. Donc ceux qui n'arrivent pas à mettre un mot sur leur relation. Mais elle a fait d'autres trucs sur le polyamour ou d'autres choses. Voilà. Ça marche très bien, mais Donc merci. la série était sympa.
Merci pour cette reco. C'était la série préférée d'une copine qui me l'a recommandée 500 000 fois, que j'ai pas eu l'occasion de la commencer avant, il y a pas longtemps. Et elle est dispo sur Canal, si jamais. Ok, trop bien. Merci. Bon, et ben c'est comme ça qu'on clôture cette semaine du cerveau. Ouais. On espère que les épisodes ils vous auront plu, que vous avez appris plein de choses, que vous nous avez suivis toujours plus nombreux chaque jour pour atteindre un pic exceptionnel d'auditeurs aujourd'hui, je l'espère. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présents. C'était beaucoup de travail pour nous, donc on espère vraiment que ça va vous plaire, quoi. Par ailleurs, dernière fois qu'on fait le speech de la semaine, mais vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, Instagram en priorité. Si vous voulez nous contacter, si vous connaissez des gens qui veulent passer, si vous voulez passer vous-même, n'hésitez pas à nous le dire. On sera très heureux de vous recevoir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Patreon aussi, lâcher un petit abo et éventuellement des petits sous si c'est possible. Ça nous mettrait très très bien. Encore une fois, on a encore beaucoup bossé cette semaine. Vraiment. Donc, il a un petit attachement à l'argent. Non, mais... Sachant que c'est même pas pour nous, c'est pour faire vivre le podcast, quoi. Ouais. Et le Discord aussi, vous pouvez y passer. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres épisodes, parce qu'on avait fait la semaine du cerveau il y a 2 ans. Donc il y a 5 autres épisodes sur les neurosciences. Si en vrai, en tout, il y en a 13 13 des épisodes de neurosciences. Donc il y en a plein à écouter. Et puis on va reprendre dans 2 semaines du coup, avec des épisodes qui sortent de la neuroscience. On va voir océanographie, on va voir de la mécanique. La mécanique, ouais. Donc on va arrive avoir de la avec psychologie. Plein de choses. Tout est prêt de toute façon. C'est pas vrai. Il faut que je les monte. C'est presque prêt. Mais on a quand même plein de choses pas enregistrés. Il y en a, ils sont en voie d'enregistrement. Plein de choses à venir. Donc merci encore Thomas d'être venu. Non, merci pour l'invitation. C'était très cool. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Salut. Salut.